Doit-on parler de révolution en cours, l'intelligence artificielle qui arrive, qui se présente de plus en plus comme un outil pour la décision, l'aide à la décision dans la justice? On en parle avec Maître Haas, avocat, coprésident de l'association des jurisnautes. Et puis par Skype avec nous, Mathieu Quignou, avocat, maître de conférence, chercheur à la chaire UNESCO-ITEN, expert aussi de la CEPEJ, du Conseil de l'Europe en matière d'intelligence artificielle. Deux experts donc en plateau pour cette question. Et restez avec nous, Samuel Lerman, directeur produit et Mobot. Vous pourrez évidemment poser des questions à nos experts. Vous êtes un peu notre public, représentant notre public aujourd'hui. Je voulais vous interpeller déjà sur ce que ça représente pour vous aujourd'hui, de manière globale. Si je vous pose la question, l'intelligence artificielle qui arrive dans la justice, est-ce que vous diriez que c'est une évolution, une transformation ou vraiment un choc systémique? Maître Haas. La question est très intéressante parce que, effectivement, pourquoi la justice ne connaîtrait pas, elle aussi, sa révolution en matière de nouvelles technologies et pourquoi pas ne pas dire bienvenue à l'IA, hein. Elle doit suivre en fait le mouvement et donc il n'y a pas de problème autour de ça. Jusqu'à présent, on sait très bien que tout outil qui se targue d'avoir des algorithmes ne doit permettre qu'une aide à la décision, jamais une prise à la décision. Quand on regarde un petit peu la société, elle a déjà intégré beaucoup de nouvelles technologies. J'allais dire que la plupart du temps, quand vous êtes sur une autoroute, aujourd'hui vous êtes flashé et vous avez tout de suite des contraventions. Donc le système d'une automatisation de sanctions est possible. Donc, et même on peut les contester après, etc. Le problème qu'il y a, c'est que, en fait, en matière de justice, et c'est l'avocat qui parle, chaque cas est particulier. Derrière une décision, il y a une histoire de vie. Il y a des humains qui sont derrière avec des problèmes et il y a un litige. Et je ne pense pas qu'on peut mettre des process autour de ça. Le problème, il est que l'IA va pouvoir nous aider à comprendre, à comparer. Donc il y aura avant... Ça peut être un très bon outil. Lorsque l'on est face à des textes, pour pouvoir, si vous voulez, les scanner et sortir les grands résumés, etc., on va gagner beaucoup de temps. Et il existe à l'heure actuelle, il y a Avocat, par exemple, il y a pas mal de solutions. Mais à un moment donné, l'explication et puis le discernement, parce que en fait là aussi il y a un autre problème, c'est que l'IA elle n'a pas d'émotion. L'IA c'est des lignes de code et simplement elle traduit une situation par rapport au passé. Or en fait lorsque l'on est face à une situation juridique, c'est le présent qui va être jugé avec des cas où il faudra discerner. Et donc il faut à ce moment-là qu'il y ait l'humain. Je voudrais vous raconter juste une chose. En 1985. Alors rapidement. En 1985, il y a une BD qui sort, qui s'appelle SOS Bonheur. SOS Bonheur, c'est Black Mirror, si vous voulez, en bande dessinée. Ouais. Et à un moment donné, il y a une des histoires où, en fait, il y a des robots qui jugent. Et en fait, à un moment donné, le robot juge une voiture mal garée et le condamne à la peine de mort. Et là, il y a une révolution parce que les gens... à ce moment-là, vont contester toutes les décisions parce qu'elle est débile. Cette décision est débile. Et donc, vous voyez, c'est un peu tous ces problèmes qu'il y a derrière ça. Et donc, quand on parle de biais, quand on parle de bruit, aujourd'hui, il n'y a pas la fiabilité qui permettrait d'avoir une justice avec de l'IA. En revanche, qu'elle l'utilise pour pouvoir, si vous voulez, comparer, synthétiser, etc., pourquoi pas ? On va demander son avis à Mathieu Quignou tout de suite. Bonjour Mathieu. Bonjour. Vous parleriez de quel type de révolution avec l'arrivée de l'IA dans la justice ? Je pense que c'est déjà un processus qui préexiste depuis un certain nombre d'années. Effectivement, on voit apparaître ChatGPT et des outils qui sont plus grand public et qui présentent vraiment d'importantes performances, mais c'est déjà des questions qui se posent dans le domaine judiciaire depuis de nombreuses années. Notamment, par exemple, le Conseil de l'Europe avec la CEPEJ avait fait une charte en matière d'IA judiciaire en 2018. Donc on voit que c'est un problème qui déjà a un certain temps. On va dire que ça dépend aussi du type d'IA. Il y a des IA symboliques, des systèmes experts qui fonctionnent dans le domaine judiciaire, par exemple pour la création de contrats, la création de statuts, qui fonctionnent assez bien et qui sont conçus en fait par des êtres humains. Donc c'est des IA déterministes. Et pour celles-là, il n'y a pas vraiment... Alors les enjeux, on va dire, sont sectoriels. Ils vont avoir des incidences sur les modalités de travail des professionnels du droit, mais ils sont moins impactants, si on peut dire,
en matière de droits fondamentaux. Pour ce qui relève ensuite de l'IA plutôt connexionniste, donc des modèles un peu comme ceux de ChatGPT ou autres, la question se pose au niveau de l'explicabilité et aussi ça se pose en fonction du secteur. Et on voit que l'Union européenne a différencié en fonction du risque sectoriel. Et la justice est vécue comme un secteur à haut risque, avec justement des obligations assez importantes en termes de mise en conformité. Je pense qu'un des grands enjeux en matière d'IA, ça va être la mise en conformité des entreprises et de leurs dispositifs par rapport à différents secteurs, ceux à haut risque et les autres. Et donc en matière judiciaire, on a quand même beaucoup d'éléments à prendre en compte dans la mesure où ça a de vraies incidences en fait sur la population. Et on a des cas aux États-Unis assez tragiques d'utilisation de l'IA. Il y a par exemple l'outil Compass qui a fait couler beaucoup d'encre aux États-Unis il y a quelques années, qui a été arrêté en cours de route, qui était un outil qui permettait d'identifier les risques de récidive en fonction de la population, enfin, pour ce qu'il est, et donc un outil d'aide à la décision pour les juges. Et cet outil a été vraiment critiqué parce qu'il amplifiait des discriminations souvent préexistantes, mais qui étaient parfois quand même un peu lissées, appréhendées par le juge de manière plus fine et contextualisée. Et là, on avait vraiment en fait un outil à discrimination automatisé. Et ça peut être catastrophique. Donc la question de l'explicabilité et des biais est centrale dans ce domaine. Oui, c'est-à-dire que même sur la partie aide à la décision en amont, c'est pas quelque chose de complètement transparent. Il faut vraiment y regarder de près sur ce sujet d'aide à la décision, parce que même si c'est pas la machine qui prend la décision, l'homme va être influencé par ce que présente l'algorithme. Oui, donc toute l'Europe là, elle travaille autour de solutions avec, il y a plus de 26 recommandations qui ont été mises en place, la redevabilité, l'explicabilité. La charte éthique d'utilisation de l'IA dans la justice. Oui, mais on est toujours dans l'éthique. Et il y a beaucoup de gens, notamment Éric Sadin, qui dit attention, on met trop d'éthique. La question, c'est est-ce qu'on doit l'utiliser, le système ? Le système, est-ce qu'il doit être... Par exemple, c'est assez marrant qu'on parle de justice et d'IA, on ne parle pas d'exécutif et d'IA, et de législatif et de l'IA. C'est quand même le troisième pouvoir, et on voudrait quand même... Là, on veut l'introduire. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, dans les décisions, je ne parle pas de la préparation aux décisions de justice. On voit très bien qu'aujourd'hui, par exemple, on pourrait utiliser de l'IA pour les licenciements conventionnels et pour les pensions alimentaires. Là, il y aurait des possibilités, on peut avoir des process. On pourrait aussi avoir, en matière, comme ça a été dit, de conformité, faire une checklist et voir les points qui sont en conformité, et c'est en train de travailler, et ça sera utilisé. En revanche, le droit, lorsque l'on est dans le jugement, on est dans le bénéfice du doute. Le droit, c'est quand même, et la justice, c'est il vaut mieux avoir un coupable, un innocent, un coupable qui est libéré, qui n'est pas condamné. Vous ne trompez pas. Oui, non, j'essaie. Si vous voulez, le doute bénéficie à toute personne, et l'IA ne connaît pas le doute. C'est oui ou non. Et donc ça, c'est aussi un vrai souci. Voilà, c'est... Oui, l'intervention. Oui, moi je voulais réagir justement par rapport à l'explicabilité et puis prendre un peu notre exemple aussi. Parce qu'avec Emobot, juste pour remettre dans le contexte, vous utilisez de l'intelligence artificielle pour faire de la détection d'émotions dans un cadre de santé. Et nos concurrents nord-américains, en fait, eux, ont cette IA qui est vraiment un peu une boîte noire, en fait. Littéralement, ça prend en entrée des échantillons de voix, ça sort des scores de dépression, d'anxiété, des notes, on va dire, entre 0 et 100, quoi. Oui. Et on n'a pas justement cette explicabilité. Et c'est quelque chose qui est demandé par les médecins, notamment les psychiatres, comment on peut représenter... moi je sais pas ce qui s'est passé, pourquoi la machine me sort ce score-là, pourquoi on nous dit ça. Nous, on représente les émotions à travers des espaces un peu latents, des cartes qui représentent les émotions, et c'est quelque chose qui est demandé. Du coup, je voulais en revenir au droit. Est-ce que ça passerait pas par une mesure de l'explicabilité ? Est-ce qu'il ne faudrait pas... On va poser la question, votre question, vous allez la poser à Mathieu Quignou, comme ça va permettre de réagir là-dessus. Donc... Oui, je disais, est-ce que un changement, on va dire, dans l'utilisation de l'IA pour les entreprises, ça passerait pas par une réglementation au niveau de l'explicabilité ? Après, évidemment, c'est très vaste ce que je dis, mais une mesure de l'explicabilité de l'intelligence artificielle utilisée. À quel point je peux comprendre ce que l'IA me dit à travers toutes ces étapes du traitement, en fait. Maître Quignou, vous travaillez sur ce sujet, j'imagine.
Oui, tout à fait. Bah, j'ai travaillé justement à la question de la mise en place de standards techniques pour essayer d'analyser ça à partir de principes fondamentaux. Et donc, c'est une vraie question, hein, mais c'est vrai que déjà, avoir accès au code source, c'est un peu un préalable quand même, à mon sens. Et par ailleurs, si on n'a pas accès au code source, ou s'il nous manque des informations parce que finalement la structure ne souhaite pas se faire labelliser ou qu'il n'y a pas de process de spectacle mis en place, on peut quand même mettre en place des dispositifs un petit peu au niveau de l'interface, voir déjà si l'utilisateur est bien informé de ce qu'il fait, du type d'information qu'il va recevoir en sortie, d'un pourcentage aussi finalement d'incertitude, hein, par rapport à l'outil, et par ailleurs faire aussi de l'A/B testing, hein, qui est pratiqué dans d'autres secteurs, hein, pour voir finalement quand on change un petit paramètre ou quand on change par exemple un mot, si on est face à un chat, ce que ça va faire évoluer. Et à partir de ça, on peut faire des comparaisons pour comprendre finalement comment marche le dispositif. Par exemple, si on utilise Midjourney pour faire des images, on va s'apercevoir que si on écrit notre texte en français, on va avoir beaucoup plus de tours Eiffel et de baguettes que si on écrit le même texte en anglais. Et donc, on comprend bien que finalement, la base de données qui va être appelée est une base de données avec des textes qui ont été annotés en langage français. Voilà. Donc, c'est des choses comme ça qui permettent aussi de comprendre l'outil, mais c'est vrai qu'il y a finalement quelque chose qui a été conçu en amont pour être applicable et vraiment préférable. Et dans des secteurs à risque, c'est un prérequis à mon sens, hein, et je pense que c'est vers ça qu'on se dirige. En tout cas, oui, j'espère qu'on se dirige vers ça en Europe. Quels sont, parce qu'il y a beaucoup de métiers dans la justice, il y a beaucoup d'étapes, où est-ce que l'IA peut être pertinente, au-delà de juste aller éplucher des dossiers? Alors déjà, dans le problème du personnel judiciaire, les greffiers. Donc effectivement, quand on voit un outil tel que ChatGPT qui, lorsque l'on est sur Teams, Oui. peut en fait faire des comptes rendus et les faire très bien, on peut se poser la question de savoir si demain des greffiers ne pourraient pas être remplacés par en fait une intelligence artificielle qui pourrait faire des comptes rendus d'audition. Donc ça, c'est tout à fait possible. Il faudra peut-être quand même garder le greffier pour vérifier ou travailler à d'autres tâches à partir de ce compte rendu. Voilà, donc là, il y a déjà un premier point. Il y a aussi tout ce qui est des vérifications. Mais je pense que également, ces outils peuvent être utilisés dans les enquêtes. Ouais. Et on va de plus en plus les utiliser pour détecter. On le voit par exemple avec l'arrivée des Jeux Olympiques. Il y a des autorisations qui ont été mises en place pour pouvoir surveiller les foules, pour pouvoir surveiller les personnes qui auraient des comportements. Alors on n'est pas loin de l'émotion, là, des comportements qui seraient à risque, etc. Et donc on voit qu'il y a toute une série d'outils. Donc de plus en plus, l'IA va être, si vous voulez, utilisée et fait que l'on rentre dans une société de surveillance. En fait, elle est là, on rentre dans cette société de surveillance et elle va être utilisée aussi par la justice qui va bien entendu piocher là-dedans les éléments les plus importants. Ensuite, les éléments d'enquête fournis par la IA, police, en fait. La police, les IA, elles devront être certifiées et à partir de ce moment-là, seuls les avocats pourront arriver à les contester. Et donc, on voit aussi qu'il va y avoir derrière un travail et ça veut dire que nous devons augmenter nos formations pour devenir de plus en plus très techniques et comprendre un petit peu ces fameuses boîtes noires, puisque derrière ça, il y aura ces fameux biais et on va demander une explicabilité. Donc ça, c'est aussi un point important et on pourra contester. Donc il y a vraiment, c'est très intéressant, on est en pleine. Alors là-dessus, il y a une vraie, j'allais dire, révolution. Parce que nos métiers sont en train de complètement changer et on doit aussi les intégrer pour pouvoir mieux défendre. Parce que si on les ignore, on va avoir après de vrais problèmes. Donc on le voit aujourd'hui. Est-ce que vous commencez à l'utiliser, par exemple, l'IA, vous, dans votre quotidien d'avocat? Absolument, on l'utilise. On l'utilise dans d'abord le machine learning. On a aussi pour les modélisations. Et puis effectivement, comme beaucoup, on a avec ChatGPT en train de tester en fait cet outil, notamment pour les comptes rendus qui sont très importants. Et puis dans certains types de recherche, parce que finalement, on a, si vous voulez, un outil qui est allé scruter l'ensemble des moteurs de recherche et vous donne une synthèse. Donc pourquoi poser des questions quand vous pouvez avoir des réponses avec bien entendu l'œil de l'expert qui va vous permettre de vérifier. Je pense qu'on doit vérifier un petit peu les informations qui nous sont données, mais ça nous fait gagner énormément de temps.
Et puis aussi, l'IA s'invite dans la justice, c'est-à-dire qu'elle transforme certaines décisions qui peuvent être prises. On parle de ChatGPT, je pense aux nouvelles questions que ça pose sur le droit d'auteur, sur la création. C'est un sujet aussi que vous travaillez beaucoup, Mathieu Quignou, ça. Oui, tout à fait. Ben, effectivement, il y a des vrais enjeux, hein. Par exemple, en matière d'œuvres d'art, hein, on va avoir en fait des bases de données qui sont utilisées avec du contenu qui est souvent protégé par les droits de propriété intellectuelle. Et finalement, l'IA va s'entraîner sur ces bases de données-là pour proposer des contenus en sortie. Alors, ces modèles-là, en fait, sont rendus possibles aussi par un certain nombre aussi de règles, hein. Par exemple, en droit européen, il y a une directive de 2019 qui va permettre en fait la fouille de données et de contenus protégés par le droit de propriété intellectuelle. Donc, et leur reproduction. Donc ça permet en fait de faire ça, alors que normalement le droit de propriété intellectuelle interdit ça. Mais on s'aperçoit finalement qu'il y a une modification qui est faite de l'image au moment de son traitement. Et donc, dans une certaine mesure, on peut quand même, au-delà même de la faculté de s'opposer en fait expressément à l'utilisation de notre œuvre, on va avoir la possibilité quand même de considérer qu'il y a une atteinte au droit moral par rapport à cette œuvre composite, qui d'ailleurs n'est peut-être même pas une œuvre dans la mesure où elle a été créée par un outil et non pas par un être humain avec sa sensibilité, avec son style. Voilà. Et donc, effectivement, la question de l'empreinte de la personnalité devient absolument centrale et ça repositionne même la fonction de l'art dans la société, hein, au-delà de la notion de l'esthétique. Voilà. Donc, on voit peut-être apparaître une nouvelle conception de l'art qui est un peu imposée par ces nouveaux outils et la destruction aussi de nombreux emplois, notamment, en tout cas la modification et la révolution, notamment dans le design, dans l'illustration. Et vous, Maître Quignou, vous l'utilisez, l'intelligence artificielle, déjà, dans votre métier d'avocat ? Alors, l'intelligence artificielle symbolique, oui, j'en fais, bien sûr, et je structure des outils autour de ça pour finalement automatiser des tâches. Et après, l'intelligence artificielle connexionniste, j'en utilise comme tout le monde, hein. J'utilise Google. Pour les moteurs de recherche, ça me convient. Par contre, pour ChatGPT, je l'ai testé à plusieurs reprises. Et par exemple, quand on demande un article spécifique dans un code de droit français, ça ne sort pas le bon article. En fait, ça réécrit en fait quelque chose. Donc, on va avoir en fait des mots qui sont probables. Ça donne l'impression d'avoir quelque chose de très très satisfaisant, mais en réalité, c'est falsificateur et ça peut être trompeur. C'est très délicat. On peut demander aussi, par exemple, une citation de Robert Badinter. On va avoir quelque chose qui tourne autour de la peine de mort et qui est présenté comme une vraie citation, mais en réalité, ça n'en est pas une. Et là, pour le coup, la question de l'explicabilité, même de la source de l'information éventuelle, est très, très problématique. Parce que son job, c'est pas d'être moteur de recherche. Et c'est vrai qu'il va falloir aussi former les professions de la justice à bien utiliser le bon outil d'intelligence artificielle en fonction de vos besoins. On arrive au moment de la conclusion. Peut-être juste un mot ou une question si vous voulez. Sinon, je laisse Maître Haas conclure. Vous pouvez laisser Maître Haas conclure. Le débat, il est très intéressant de dire qu'est-ce qu'on fait de l'intelligence artificielle. Donc la justice, elle est comme dans la société, elle est prise par une vague et en fait, elle doit être, si vous voulez, surfer sur cette vague. Donc on ne peut pas l'ignorer. On doit bien la comprendre et on doit toujours vérifier. Donc là on a les éléments, mais là, ça va changer beaucoup de choses. Il y a des métiers qui vont un peu, si vous voulez, être mis en danger dans tout ce qui est les Est-ce que nous, citoyens, on doit s'inquiéter de l'arrivée de cette IA dans la justice ? On doit être vigilant. Mais maintenant on reproche aussi à la justice d'être extrêmement lente. Et donc si l'on peut gagner en temps, ça sera un point qui est important. Mais je pense que quand même, derrière les technologies, il y a l'humain, et l'humain doit être au centre de la justice. C'est le premier point le plus important. Et donc il nous faut évidemment une IA qui soit transparente, explicable, et qui puisse nous donner, en fait, nous rassurer. Qui reste à sa place aussi. Merci beaucoup. Merci à Maître Quignou, avocat en droit du numérique, maître de conférence. Merci à Maître Haas, avocat et coprésident de l'association des jurisnautes, et à Samuel Lerman d'Emobot qui est venu nous présenter les avancées en France en matière de robotique émotionnelle. Merci beaucoup. Juste après une petite pause et on se retrouve à parler de la majorité numérique.